Donc bonjour, moi je m'appelle Caroline, j'ai 44 ans, je suis maman d'une petite fille de 11 ans, je suis mariée, j'habite en région parisienne et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein HER2 triple positif, hormonodépendant en février 2020 et donc je suis bientôt sur ma 5e année de diagnostic. Donc en fait, moi, j'ai d'abord été aidante puisque ma fille a une maladie génétique rare et mon papa, au moment de sa naissance, a aussi été diagnostiqué d'un cancer du côlon métastatique, foie et poumon. Et pendant du coup 8 ans, j'ai plutôt été centrée sur eux deux dans mon rôle d'aidante pour les accompagner dans leur parcours. Et il s'avère que donc quand ce diagnostic tombe pour moi, je bascule de l'autre côté en tant que patiente. Et c'est très bizarre comme sensation parce que finalement, ça faisait 8 ans que j'étais très focalisée sur les autres. Parce qu'on parle de mes proches, mais il y a par exemple aussi ma maman qui était elle aussi aidante et pour laquelle il fallait aussi faire attention de savoir comment elle gérait tout ça. Et là, je me retrouve à devoir me recentrer finalement sur moi-même, pas à faire preuve d'un peu d'égoïsme, mais presque pour pouvoir, moi, rentrer dans une bataille qui allait pas être simple au début. Mais en fait, j'ai été traversée par beaucoup d'émotions. Déjà, la culpabilité de devoir, parce que je savais ce par quoi ils allaient passer eux, puisque c'est les émotions que j'avais ressenties pendant ces 8 années. Et je me disais, mince, en fait, maintenant, c'est moi qui vais leur procurer de l'inquiétude, c'est moi qui vais devoir les mobiliser sur autre chose. Et ça n'a pas été très simple pour moi à appréhender. Et puis après, vraiment, je me suis dit, bon, il faut que tu lâches prise avec ça et il faut que tu te concentres sur toi, puisque en fait, là, c'est ton diagnostic, c'est ta maladie, c'est ton parcours, et il faut que je réfléchisse un peu que pour moi. Ouais, la culpabilité, elle m'a quand même habitée pendant un certain temps. Ça m'a même poussée parfois à minimiser un peu la situation, pas à mentir, mais à cacher les informations, on va dire. Parce que j'avais pas envie qu'ils soient dans ce sentiment de se dire voilà, maintenant il faut qu'on pense à elle, il faut qu'on s'occupe d'elle et finalement moins penser à eux. J'ai arrêté ça quand parce que dans mon parcours il y a quand même des choses un peu atypiques. Il s'avère que ma maman a été diagnostiquée d'un cancer du sein à 1 mois à distance du mien et en fait elle me l'a pas dit tout de suite, je l'ai découvert après. Elle me l'a dit quelques temps après, peu de temps avant son opération. Et je me souviens, un matin, elle m'a appelée, elle m'a donné quelques bribes d'informations et j'ai compris. Et je me suis un peu énervée gentiment en lui disant « je ne veux pas que tu me caches des choses ». Et finalement, ça m'a reprojetée dans la situation dans laquelle j'étais en me disant « mais en fait, c'est ce que tu es en train de faire depuis 2 mois ». Donc, on a discuté, on a joué carte sur table et on s'est dit « allez, maintenant, quelles que soient les nouvelles qu'on va apprendre, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on ne se cache plus rien, on se dit tout et on avance main dans la main finalement tous ensemble, toute la famille soudée pour ces parcours. Ma maman, elle a été diagnostiquée 1 mois après moi. Finalement, c'est mon diagnostic qui lui a peut-être sauvé la vie, en tout cas j'espère me le dire comme ça, pour dire que les choses n'arrivent pas pour rien. Ma maman, elle fait partie de la campagne de dépistage national des 50-74 ans, donc elle faisait ses mammographies tous les 2 ans. Elle était bien suivie parce que ma grand-mère avait elle-même été touchée d'un cancer du sein à l'âge de 50 ans. Et sa mammographie de contrôle, elle l'avait fait 1 an avant. Et en fait, moi, quand je suis diagnostiquée, elle se dit, tiens, je vais peut-être avancer mes contrôles pour aller rechecker si tout se passe bien. Et effectivement, il détecte de manière très précoce une tumeur localisée, pas étendue. Et donc, elle a pu passer au travers de la chimiothérapie. Elle a eu une tumérectomie, donc son sein a été conservé. Et grâce à ce diagnostic précoce, finalement, elle a eu des traitements moins invasifs et aujourd'hui, elle se porte comme un charme. Le fait d'avoir des parcours en parallèle avec ma maman, ça nous a vraiment aidés dans le soutien, parce qu'effectivement, on traversait finalement les mêmes émotions au même moment. Donc c'était quand même beaucoup plus simple de les échanger. Après, on a eu une problématique un peu complexe parce qu'on s'est retrouvés malades au moment du confinement total. Et donc on n'a pas pu se voir l'une et l'autre alors qu'on était on est quand même très proches. Il a fallu qu'on gère à distance. Donc c'était des visios, c'était, je ne sais pas s'il faut le dire, mais des petites visites en mode petite dérogation. Je vais sortir le chien, mais en fait je vais voir ma mère pour histoire de voir que tout va bien.
Mais c'est sûr, ça rapproche, ça aide. Et moi, finalement, ça m'a aussi aidé dans mon parcours parce que au bout d'un moment, ça m'a permis de me focaliser sur quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait redescendre un peu cet état de sidération dans lequel je pouvais être au tout début du diagnostic pour moi. Alors du coup, cette période de confinement total, déjà, elle a chamboulé mon parcours parce que normalement, je devais commencer par de la chimiothérapie néoadjuvante pour essayer de réduire les tumeurs, parce qu'il s'avère que moi, en fait, ce que j'ai palpé toute seule, c'était un peu le haut de l'iceberg, mais finalement, derrière, il y avait beaucoup de tumeurs et qui étaient éloignées les unes des autres. Et donc, avant de recourir à la chirurgie, ils avaient décidé d'un protocole de chimiothérapie. Donc, je m'étais un peu conditionnée pour ça. Et puis, quelques jours avant le confinement total de mi-mars, en fait, je reçois un coup de téléphone de l'hôpital qui me dit écoutez, Madame Péchère, là, on ne sait pas trop ce qui va se profiler dans l'organisation de nos hôpitaux, mais finalement, on préfère vous emmener en bloc opératoire tout de suite parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir gérer le truc derrière. Et donc, il a fallu que je switch en mode ok, là, j'étais partie pour perdre mes cheveux, en fait, je vais perdre mon sein. Comment je fais, comment je gère ça? Donc voilà, ça n'a pas été simple en fait à appréhender et à réfléchir comme posture de patiente, mais l'opération s'est bien passée. Et en fait, par rapport au suivi derrière, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que les rendez-vous et les visites devaient se faire solo. Le seul rendez-vous que j'ai fait accompagné, c'était avec mon conjoint le jour du diagnostic. Donc c'est début février, quand le mot cancer, mastectomie tombe, où là je suis accompagnée et je répéterai jamais combien il est important d'être avec un proche au moment de ces consultations d'annonce parce que c'est une chape de plomb qui vous tombe dessus. Et moi je sais que je me suis retrouvée complètement sidérée et figée dans cette consultation à plus rien entendre finalement, et c'est mon mari qui a pu prendre le relais. Et les consultations d'après, du coup, on avait un peu biaisé le truc. Il venait en voiture avec moi pour m'accompagner, histoire que je ne prenne pas les transports. Et il faisait le rendez-vous par visio, ce qui me permettait d'avoir quand même quelqu'un à côté de moi, parce qu'il y avait une partie des informations que je perdais, surtout sur la première partie du parcours, où je suis vraiment en mode bon, je viens au rendez-vous, je fais ce qu'on me dit, mais finalement, je ne suis pas très maître de tout ce que je peux penser. Et du coup, c'est mon mari qui, à distance, a pu prendre le relais et il pouvait poser les questions en direct au médecin. Ensuite, derrière, j'avais beaucoup de proches qui s'étaient proposés de m'accompagner sur les premières séances de chimiothérapie. Et en fait, ça n'a pas été possible. Il a fallu que j'aille les faire toute seule. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas été très évident à vivre parce que j'étais vraiment partie en mode ok, j'ai ma petite armée autour de moi. Je vais avoir un petit soldat qui va venir m'accompagner et en fait, il a fallu vivre le parcours seul. Donc moi, je l'ai vécu comme ça parce que c'était imputé au confinement. Mais je pense aux mamans qui sont solo, aux patients qui sont tout seuls parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils sont éloignés de leurs proches. Je sais qu'eux, de fait, ils doivent vivre leur parcours comme ça, mais j'avoue que moi, je n'étais pas conditionnée pour ça, mais il a fallu s'adapter. On fait comme pour tout, on trouve les ressources à chaque fois. Alors sur l'unité de soins où j'ai été soignée, on était par pièce en binôme. Donc j'étais accompagnée d'un autre patient, mais on était séparés par un rideau. Il y avait des consignes de sécurité qui étaient très strictes, même pour déambuler dans les couloirs de l'hôpital. Et puis j'avoue que même si j'étais avec un autre patient à mes côtés, il s'avère que quand on va dans un hôpital de jour pour des séances de chimiothérapie, ce n'est pas forcément des gens de moins de 40 ans qu'on croise malheureusement. Ce qui fait que les sujets de discussion, même quand on pouvait en avoir, on n'était pas très, j'étais pas voilà, très raccord avec eux. Alors de manière très anecdotique, le jour du rendez-vous, quand on m'annonce le cancer, quand on m'annonce le protocole de soins qui va suivre derrière, quand je sors, moi je suis en larmes et c'est la secrétaire du chirurgien qui me récupère et qui me dit « Venez, on va monter ». Parce qu'on va s'occuper des papiers en haut. En fait, je pense qu'elle voulait un peu m'éloigner de la salle d'attente. Et dans l'ascenseur, elle me dit, la première phrase qu'elle me dit, c'est « Vous allez voir, c'est une maladie dans laquelle vous allez vous sentir très seule ». J'ai pris ça, j'ai pas pris ça comme un conseil. Au début, je l'ai un peu mal
mal réceptionnée parce que je me suis dit mais pourquoi elle me dit ça en fait. Et en fait avec le recul, je me dis que c'était bien qu'elle me prévienne parce que ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'effectivement c'est une maladie qui est très introspective. Quand on nous annonce un cancer, finalement on pense à la mort, ça fait remonter plein de traumatismes. Et même si on est entouré de proches, de famille, de collègues, parce que moi j'ai eu un élan de tous ces gens autour de moi, eh ben, je peux vous assurer que quand on est face à son miroir, quand on vient d'être opéré, qu'on regarde ses cicatrices, quand on est au fond de son lit tout seul, quand on vit ses chimiothérapies, on a un vrai sentiment de solitude qui arrive, qui fait que ça peut nous mettre en situation de vulnérabilité. Mais le tout, c'est qu'on puisse quand même communiquer très librement avec tous ses proches et avec ses professionnels de santé pour aller au-delà et pouvoir se sentir entouré. Mon soutien principal, ouais, ça a été mon mari, de fait, puisqu'on était confinés, qu'on était tous les deux et que finalement, les interactions que j'avais avec tous mes proches et ma meilleure amie étaient à distance. Mais voilà, c'est mon mari qui m'a accompagnée, j'ai eu de la chance dans toutes ces démarches. Ouais, le fait d'avoir eu les deux casquettes, ça m'a permis d'analyser certains comportements que moi-même j'ai pu avoir par rapport à mon papa et à mieux comprendre la réaction des proches qui étaient autour de moi. Par des maladresses, par un éloignement de certains que je pensais qu'allaient être là pour me soutenir. Et puis en fait, comme ça renvoie un peu à des peurs qui sont très, très intimes, certains proches n'ont pas donné de nouvelles. Donc ça m'a permis, au moins en étant passée par là, de me dire ok, bon, je sais ce que tu peux potentiellement ressentir, c'est ok pour ça. Alors il y en a certains que j'ai pas laissé re-rentrer dans ma vie parce que j'ai été très blessée du fait que pendant cette période-là quand même, ils n'arrivent pas à prendre un peu sur eux pour prendre des nouvelles. Mais effectivement, ça m'a permis de mieux comprendre parfois, ouais, comme je dis, certaines maladresses quand on me croisait dans la rue ou quand on essayait de m'appeler pour me dire ah, comment tu vas, mais je trouve que tu as bonne mine. En fait, c'est des choses qui sont là pour te rassurer. C'est des choses que j'ai probablement dit à mon papa alors qu'il devait être fatigué et tout. Mais voilà, c'est une façon aussi de dire qu'on tient à la personne. Il y a un tri naturel qui s'est fait. Comme je le disais, il y a des proches qui n'ont plus du tout donné de nouvelles à partir du moment où j'ai annoncé mon cancer. Sur le moment, ça m'a vraiment blessée et du coup, je me suis dit bon, bah, si vous venez pas aux nouvelles, c'est pas moi qui vais en donner parce que je pense que dans l'état dans lequel on est, c'est plutôt aux autres de venir s'inquiéter. Et c'est vrai que là, à 5 ans du diagnostic, où je recommence à avoir une vie à peu près normale malgré voilà, les effets secondaires qui sont encore liés à mes traitements, il y a certaines personnes que j'ai recontactées. On s'est expliqué et effectivement c'est bien l'analyse que j'en avais fait, c'est-à-dire que ça leur avait fait peur et qu'elles ne savaient pas comment s'adresser à moi et donc plutôt que d'avoir peur d'être maladroit, ils ont préféré se taire. Par contre, il y en a certaines voilà, que j'ai laissées de côté et je me dis que toutes les nouvelles rencontres que j'ai faites dans mon parcours sont beaucoup plus enrichissantes aujourd'hui pour moi que des personnes qui ne se sont pas inquiétées pendant la maladie. C'est sans regret aujourd'hui. Ouais, un parcours de cancer, en fait, ça remet les pendules à l'heure. Moi, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec ce que je suis profondément. Je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je veux. Et je pense que je suis beaucoup plus intransigeante, du coup, dans mes décisions et dans les réactions que je peux avoir. C'est très difficile, en fait, à quantifier parce que beaucoup nous demandent entre guillemets, de redevenir celle qu'on était avant, surtout quand on s'éloigne des traitements lourds, qu'on a les cheveux qui repoussent, les cils qui reviennent. Pour certaines, on reprend le travail. Vraiment, tout le monde s'attend à ce qu'on redevienne la personne qu'on était avant. Je ne peux pas dire que je suis complètement différente, mais je ne suis plus tout à fait la même. C'est vrai qu'avant, j'étais déjà très sociale, très joviale. Voilà, j'étais quand même plutôt de bonne humeur, très dans l'énergie, etc. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est décuplé. J'ai tout le temps envie de rire. J'ai envie de rigoler avec tout le monde. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents. J'ai fait plein de nouveaux défis. J'ai sauté en parachute. J'ai été faire un raid au Maroc en 4x4. J'ai rallié Lyon, Sainte-Marie-de-la-Mer en vélo.
Enfin voilà, ça c'est des petits challenges que je me suis fixés parce qu'aujourd'hui, je sens que j'ai envie de me sentir vibrer, tout simplement. Donc je crois que c'est ça, en fait, la conclusion, c'est que je suis pas différente, mais je suis plus la même. Peut-être une meilleure version de moi-même, je sais pas, mais en tout cas, celle-là me plaît bien. Il y a vraiment un sentiment de se dire, ok, on a la chance d'être en vie, on pense à celles qui nous quittent dans des parcours qui sont beaucoup moins simples. Et donc on se dit, on peut pas, comment dire, on peut pas gâcher en fait ces années supplémentaires qui nous sont données alors qu'on a frôlé la mort. Et donc, ouais, on voit la vie autrement. Moi, mon parcours, il s'est fait en 2 phases. Et effectivement, la première phase, je l'ai complètement subie. Dans le sens où je faisais confiance aux professionnels de santé que j'avais en face de moi. Donc, on me demandait d'aller là, j'allais à ce rendez-vous. On a complètement organisé ma vie autour de ce protocole de soins, sans que je me pose de questions. Et finalement, moi, qui ai plutôt l'habitude d'être dans l'anticipation, de gérer les choses, et bien là, j'ai perdu toute autonomie. Et on n'a pas cherché non plus à m'intégrer finalement dans les discussions parce qu'on était très dans le côté technique, même si certains professionnels et certains soignants prenaient le temps de m'expliquer les choses, mais c'était toujours de manière très médicale, très technique. Finalement, je me suis rendu compte a posteriori que c'est un peu cette position-là qui nous met en vulnérabilité quand on n'est pas pleinement acteur de ce parcours de soins. Ce qui m'a manqué, c'est qu'on ne m'a pas communiqué les ressources que j'aurais pu solliciter, moi, pour mieux vivre mon parcours de soins. Je pense aux soins de support qui sont essentiels dans un parcours. Moi, il a fallu que j'aille les chercher moi-même, je ne les ai pas trouvés tout de suite. Alors que si dès le début, on m'avait dit, bah voilà, vous pouvez faire cette activité, vous avez ça, vous pouvez être accompagné par un psychologue, vous pouvez, de manière très bête, solliciter l'assurance maladie, votre caisse de prévoyance, votre mutuelle pour avoir des aides, pour vous accompagner au quotidien, ça m'aurait sûrement allégé dans cette routine de vie qui était complètement changée. Par exemple, la mutuelle, j'ai capté que je pouvais les appeler pour avoir une aide trop tard. J'étais 15 jours après ma dernière chimio et on m'a dit oui, vous auriez pu avoir une aide ménagère pour vous aider pendant tout le temps de votre chimio, mais là c'est trop tard. Bon bah voilà, ça c'est des petites choses. Je trouve que c'est vraiment très bête que des patientes passent à côté, alors qu'en fait c'est des ressources qui existent et dont on n'a pas suffisamment connaissance. Je pense que c'est multifacteur. On ne peut pas rejeter la faute sur tous les soignants parce qu'évidemment, quand je vois le nombre de consultations qu'ils ont à faire dans la journée, ils n'ont pas le temps d'évoquer tout ça. Pour autant, on ne m'a pas remis de livret, par exemple, qui aurait pu détailler un certain nombre de contacts ou d'associations que j'aurais pu solliciter. Maintenant, et je le suis aujourd'hui, donc je peux en parler. Il y a des patients partenaires qui peuvent être dans les parcours de soins, qui peuvent être là aussi. On n'est pas assistante sociale, on n'est pas psy, on n'est pas infirmière d'annonce, mais on est un maillon qui va pouvoir venir donner ce type de renseignements et aider les patients dans leur parcours pour pouvoir trouver les ressources au bon moment et pas trop tard. Moi, les soins de support, c'est quelque chose qui m'ont été déterminants. Parce que c'est grâce à des associations de soins de support que j'ai pu basculer dans la deuxième partie de mon parcours où je reprends la main et où je me dis « Ok, là, je peux être un peu plus actrice, je peux reprendre des décisions, je peux mieux supporter mon parcours de soins. » Et finalement, c'est un mélange de toutes les activités que j'ai pu tester pendant ce parcours de soins qui font que je l'ai mieux vécu. Ce n'est pas une activité en particulier, c'est vraiment le fait de les avoir toutes combinées, d'avoir pu piocher dans différentes associations, que ce soit en présentiel ou en distanciel, des ressources auxquelles j'aurais pas pu penser, parce qu'il y a des activités qui se faisaient en individuel, qui étaient très finalement ressourçantes pour moi, par exemple la sophrologie, l'hypnothérapie, la psychologue. Et puis il y a des activités qui étaient en collectif, la trichothérapie, la danse adaptée. Moi j'ai été beaucoup, puisque je suis parisienne, j'ai beaucoup fréquenté l'association Étincelle et la Maison Rose de Paris.
Et en fait, en fonction de l'état dans lequel je me trouvais, soit j'allais chercher de l'individuel parce que ce jour-là, je sentais que j'avais plutôt envie de rester dans ma bulle et de me recentrer sur moi-même, soit j'allais chercher les ateliers collectifs parce que ça me permettait d'être au contact de mes pairs et d'autres patientes et de pouvoir échanger, de rigoler, soit on parlait que de ça, soit on parlait d'autre chose. L'association Jeune et Rose m'a aussi beaucoup aidée parce que à moins de 40 ans, c'est une tranche de vie où on a des problématiques qui ne sont pas identiques que quand on a 60, 70 ans. Et donc de me retrouver entre jeunes femmes de moins de 40 ans pour échanger sur des problématiques de vie comme la parentalité, l'oncofertilité, la carrière professionnelle, ça m'a aussi beaucoup aidée. Et donc voilà, c'est vraiment un savant mélange de tous ces soins de support qui fait que cette deuxième partie de parcours, elle a été beaucoup mieux vécue par moi. De dire je reprends ma vie en main. Alors je vais raconter une petite histoire. On parlait des soins de support. Moi j'ai découvert la plongée sous-marine, qui est un soin de support plus atypique, mais qui est tout aussi efficace dans la gestion du stress post-traumatique et donc dans les traitements après cancer. Il s'avère que quand on est dans un parcours de soins, on est un peu déshumanisé. Surtout quand on est dans un hôpital universitaire où il y a des étudiants en médecine qui sont là pendant les consultations. On nous demande de nous déshabiller pour aller sur un contrôle. Quand on fait les séances de radiothérapie, moi j'ai passé mes 24 séances à traverser un couloir à moitié nu sans avoir osé demander si je pouvais me couvrir pour aller de la cabine à la machine. Et donc ça a été pour moi assez compliqué. Et puis en fait, j'en reviens à la plongée sous-marine. Quand je découvre cette activité, je me dis « Waouh, mais en fait, pourquoi tu t'embarques là-dedans ?» Parce qu'il va falloir que tu ailles à la piscine, que tu te mettes en maillot de bain, va falloir aller dans les vestiaires. Comment tu veux gérer ça? Parce qu'avec les traitements, il y avait les cicatrices, il y avait de la prise de poids pour moi, et donc une silhouette qui n'était plus du tout la même. Mais je me suis dit « Ok, relève le défi parce que j'ai l'impression que ça peut t'apporter plein de choses. » Et en fait, le jour où j'ai fait mon baptême de plongée, je suis arrivée à la piscine et en fait, je me suis rendu compte que pour une fois, c'était moi qui choisissais de me dénuder, entre guillemets, devant tout le monde et d'exposer mon corps. Et ça a fait un vrai switch dans ma tête parce que là, je me suis rendu compte que je reprenais le contrôle. Et derrière, en fait, c'est l'enchaînement de plein de petites choses qui font que, ok, j'ai pu reprendre le contrôle de mon parcours. Du coup, je l'appelais plus parcours de soins, je l'ai appelé parcours de vie. En fait, le baptême, je l'ai vécu à Aquadémie Paris Plongée, qui est un club de plongée dédié aux patients qui sont en traitement pour les cancers, mais pas que, parce qu'en fait, c'est aussi un club qui est ouvert aux aidants. Et donc, moi, j'ai pu vivre mon baptême en même temps que mon conjoint. Et depuis, on est tous les deux dans ce club et ça nous fait une activité commune sur laquelle on peut... on y va ensemble, on débriefe ensemble, on rigole ensemble. Et voilà, c'est un club qui est dédié aux patients et aux aidants. Ah ouais, plus que jamais. Je suis devenue accro à cette activité. J'ai passé mon niveau 2, je suis en cours d'apprentissage du niveau 3. On a fait nos premières expéditions sous-marines il y a 2 ans où j'ai découvert une nouvelle vie aquatique dont je n'avais pas connaissance. Et vraiment, ça nous a rapprochés avec mon conjoint puisque maintenant, on a une activité commune qu'on fait ensemble. Pour moi, les soins de support, j'en suis pleinement convaincue, ils doivent être intégrés au parcours de soins au même titre qu'un protocole de chimio, qu'une chirurgie-thérapie, qu'une radiothérapie. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'unités dans les hôpitaux qui développent les consultations de psy, de nutrition, de sport adapté et de socio-esthétique qui permettent à des patients d'avoir au moins accès à ces 4 ressources-là. Mais pour moi, il faut absolument parler de tout ce qui peut être à côté, comme la sophrologie, la danse, le qigong, la réflexologie plantaire, enfin voilà, tout ce qui peut nous aider à mieux vivre les effets secondaires des traitements. Donc moi aujourd'hui je suis patiente partenaire. Au début c'est une notion que je ne connaissais absolument pas. C'est au moment où je commence à comprendre que je peux reprendre le contrôle de mon parcours de soins que je lis un article dans Rose Up Magazine qui parle de patientes partenaires qui sont en Aquitaine, en poste dans des hôpitaux et qui accompagnent les patientes
qui mettent à profit leur propre expérience de la maladie vers les nouvelles patientes. Et je me dis, tiens, en fait, du fait que moi, je n'ai pas eu les ressources dont j'avais besoin et que j'ai été chercher moi-même, je me dis, mais pourquoi en fait je transmettrais pas tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances dans l'expérience de ma maladie pour pouvoir les transmettre vers les nouvelles patientes. Et en fait, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait des formations qui existaient. Donc moi, j'ai été formée sur plusieurs niveaux. J'ai d'abord fait ce qu'on appelle la formation patient ressources de l'Union francophone des patients partenaires, qui permet d'aborder des notions comme l'écoute active, la psychologie positive, etc. Moi, c'était un premier pas pour me demander si j'avais le recul nécessaire pour pouvoir accompagner des nouvelles patientes sans projeter mon propre parcours, parce que c'est important de pas aller, de bien scinder les choses et de se dire qu'on est OK avec sa propre maladie avant de pouvoir aller aider les autres. Après avoir fait cette formation où je me suis rassurée moi-même sur ce point-là, j'ai été sur des formations qui sont plus engageantes avec des diplômes universitaires. Donc j'ai suivi celui de l'UFPP et en parallèle, j'ai aussi suivi celui de la Sorbonne Université des patients, des diplômes universitaires qui sont spécifiques patients partenaires en cancérologie. Je me suis aussi formée à l'ETP et donc aujourd'hui, je mets toutes ces compétences pour différents projets, que ce soit associatifs comme ambassadrice Jeune et Rose, que ce soit en tant que patiente accompagnante dans des lieux de soins, par exemple dans des hôpitaux à Paris. Et ça me permet, voilà, comme je le disais, de transmettre tout ce que j'ai pu aller chercher comme solution à d'autres patientes. Un patient partenaire, il peut avoir plusieurs casquettes. Il y a des patients partenaires qui sont dédiés dans la recherche, il y a des patients partenaires qui sont dédiés à la formation. C'est ce que je fais par exemple avec des facultés de médecine où j'interviens pendant quelques heures de cours pour faire animer des TD spécifiques par exemple sur la consultation d'annonces et tout ça. Et puis il y a des patients partenaires qui sont vraiment dans l'accompagnement, c'est ce que je fais aussi, dans des hôpitaux, au même titre qu'une infirmière d'annonce, qu'une psychologue. Je peux intervenir soit dans une consultation entre l'oncologue et le patient, donc à trois, ou alors je peux voir le patient à part, après, où on n'aborde pas du tout les mêmes choses. La patiente, quand elle est en face de moi, elle me questionne absolument pas sur les mêmes sujets qu'elle a abordés avec l'oncologue ou le chirurgien. Elle me questionne vraiment beaucoup sur les effets secondaires, comment gérer son image, comment gérer la perte de cheveux, comment gérer la famille, comment gérer la carrière professionnelle, alors qu'avec ses soignants, elle est vraiment sur l'aspect très technique. Moi, aujourd'hui, d'être patiente partenaire, que ce soit ambassadrice Jeune et Rose, que ce soit patiente partenaire dans les hôpitaux, que ce soit formatrice pour les médecins, ça me rend évidemment extrêmement fière. Je me nourris aussi de tous ces échanges et je me dis... même s'il n'y a pas d'obligation à transformer cette épreuve de vie en quelque chose. Mais moi, je me dis que ce n'est pas arrivé pour rien et qu'aujourd'hui, je suis à ma juste place en étant auprès de ces nouvelles patientes. Et ouais, je suis très heureuse parce qu'en fait, quand je reçois quelqu'un, qu'elle arrive, qu'elle est fatiguée, presque qu'elle a envie d'arrêter, d'abandonner et qu'en fait, au bout d'une heure, elle repart avec le sourire parce qu'elle se rend compte qu'il peut y avoir un après-cancer. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout, évidemment, puisque ça dépend un peu des parcours de tout le monde et des protocoles de chacune, mais voilà, quand je la vois repartir avec le sourire et qu'elle repart avec 2-3 petites informations, les bonnes au bon moment, là, je me dis que j'ai fait mon job et ça me rend vraiment très heureuse. Alors moi, j'ai fait un choix un peu atypique. En fait... au début de mon parcours, le sujet de la reconstruction n'a pas été abordé tout de suite. Après avoir fait la première mastectomie, les chimiothérapies et la radiothérapie, on a commencé à évoquer le sujet de qu'est-ce qu'on fait de ce deuxième sein qui, à cette époque, était encore sain. Pour autant, il y avait un contexte familial qui était quand même bien ancré et existant, malgré le fait qu'il n'y ait pas de contexte génétique, puisque l'enquête génétique est revenue négative. Quand j'ai commencé à aborder le sujet de la reconstruction, qui à mon sens n'est pas abordé suffisamment tôt dans le parcours des patientes,
La chirurgienne, elle était vraiment en mode, de toute façon, je vous refais une belle et grosse poitrine, enfin, je vous mets une prothèse. Bon, sur le moment, j'avoue que je n'ai pas tilté tout de suite. Et en fait, c'est moi qui ai été à la recherche de savoir quelle technique il pouvait y avoir pour les différents moyens de reconstruction. Donc j'ai refait un second rendez-vous et là on m'a annoncé qu'effectivement, quelle que soit la technique qu'on allait choisir, de toute façon il allait y avoir au moins 3 opérations minimum pour rebouger la symétrie, si c'était du dorsal pour faire récupérer le lambeau derrière. Enfin voilà, moi ça m'a mis dans le fait qu'il fallait que je réfléchisse à tout ça, donc je leur ai dit écoutez, il faut que je réfléchisse parce que j'avais besoin de comprendre en fait pourquoi j'avais envie de faire cette reconstruction, pour qui j'allais la faire, parce qu'on était vraiment très dans l'injonction il faut refaire cette poitrine, limite est-ce que vous en parlez suffisamment à votre mari, on m'a posé la question plusieurs fois, et ce temps de réflexion après avoir regardé un peu toutes les techniques, m'a permis d'aller explorer une piste que je commençais à découvrir, qui est la mastectomie avec reconstruction à plat, qui permettait d'avoir un fini plat esthétique et du coup, de fait, en une opération, la reconstruction, puisque je l'appelle quand même reconstruction, est finie. Donc c'est un sujet que j'ai abordé avec les chirurgiens qui n'étaient pas favorables à ça. Parce que du coup, je leur demandais de faire une mastectomie prophylactique pour pouvoir avoir un fini plat des deux côtés. On m'a obligée à faire des entretiens psychologiques pour être sûre de savoir si j'étais bien au pair avec mon choix. Mon dossier est passé 2 fois en RCP et en fait, au bout d'un moment, avec l'appui de l'oncogénéticienne qui expliquait que même s'il n'y avait pas de gène qui expliquait mon cancer aujourd'hui, il y avait quand même une lignée familiale qui était existante, plus le fait que ça faisait quand même plusieurs fois que je leur disais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir ce que je voulais et donc on a fait la mastectomie et un fini plat de chaque côté. Derrière, le point final de cette reconstruction, il est passé avec l'association Sœurs d'encre que j'ai découvert pendant mon parcours. Moi, je suis déjà une adepte des tatouages, j'en ai plusieurs, ils ont tous une signification pour moi et je trouvais ça juste logique finalement de mettre le point final de ces opérations avec ce tatouage, non pas pour cacher les cicatrices mais plutôt pour les sublimer. Et donc, grâce à l'association Sœurs d'encre, j'ai pu bénéficier d'un tatouage. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, on peut le voir sur mes photos, qui recouvre le buste. Qui ne cache pas les cicatrices parce qu'il y a beaucoup de parties des cicatrices qui sont encore visibles. Mais ça m'a permis de me réconcilier avec mon image, d'être en paix un peu avec ce que je vois dans le reflet du miroir tous les matins. Oui, il y a beaucoup de changements de mentalité là-dessus. Il y a quand même une représentation dans les films, les bouquins, les arts, qui font que toutes les femmes ont une poitrine. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus à choisir la reconstruction à plat et j'utilise vraiment sciemment ce terme parce que je fais la distinction entre ne pas se faire reconstruire et avoir un fini à plat esthétique. Et on est en train d'essayer de faire changer les choses. Il y a ce côté aussi très je veux décider pour vous. C'est vrai que moi j'avais eu cette discussion avec un autre chirurgien où il exprimait le fait que ne pas aller au bout de cette chirurgie esthétique à la fin du parcours, pour lui, c'était avoir un sentiment de travail inachevé. Parce qu'il fallait reboucler la boucle juste en reconstruisant le corps comme il était avant. Et en fait, effectivement, ça revient un peu à évoquer ce qu'on disait un petit peu avant, c'est-à-dire je ne suis plus tout à fait la même. Donc, est-ce que j'avais envie de retrouver ce corps d'avant ? Ben non, parce qu'en plus... une reconstruction mammaire, c'est pas je claque des doigts et je me retrouve avec la même poitrine qu'avant. Quand on nous remet du volume, la plupart du temps, il n'y a pas de mamelon. Voilà, c'est juste une poche qui a été remplie, mais finalement, on ne se retrouve absolument pas avec le corps qu'on avait avant. Et moi, j'en avais fait le deuil. Et je me suis dit que la reconstruction à plat était vraiment la méthode la plus adéquate pour ce que j'avais en tête. Encore aujourd'hui, même si c'est un choix pleinement assumé,
c'est encore difficile pour moi. Je travaille encore régulièrement dessus pour m'assumer comme ça, parce que en plus, voilà, j'ai pris des kilos avec l'hormonothérapie, donc en fait, c'est pas simple parce que du coup, j'ai pris du ventre, je suis à plat ici, donc ma silhouette est plus du tout la même. Donc j'essaye de trouver des astuces pour me trouver jolie. Et là où je sens qu'il y a encore un truc qui est à travailler, c'est que par exemple, voilà, mon fameux kiné, pour celles qui me suivent sur les réseaux aussi, savent que parfois il peut être très maladroit. Voilà, il m'a lâché à plusieurs reprises que si sa femme avait fait le même choix, il l'aurait quitté. Il m'a demandé à plusieurs reprises si j'avais vraiment discuté de ça avec mon mari, parce qu'en gros, il ne comprenait pas pourquoi mon mari avait accepté ce choix pour moi. Et là où je sens aussi que ça peut me travailler, c'est par exemple quand en été, quand je suis en t-shirt, comme j'ai une coupe courte, que je suis en pantalon, en basket, on peut m'appeler monsieur par moment. Je fais les courses, on me dit bonjour monsieur, et ça me touche. Ça me touche plus qu'avant parce qu'en fait, je me dis, je renvoie une image masculine, alors qu'en fait, je reste profondément une femme et une vraie femme encore aujourd'hui, mais je sens que ça me titille encore sur des petits trucs comme ça. Dans tout ce parcours, il y a quand même une magnifique chose qui est née, puisque j'ai pu rencontrer deux magnifiques personnes avec Fanny et Marion lors d'un défilé ruban rose pour un lancement de campagne Octobre Rose. Et Fanny avait déjà ce projet en tête qu'elle avait exécuté sur elle-même, de se dire comment je fais pour accepter mon alopécie et comment je la vis. Fanny est une make-up artiste de profession, une talentueuse make-up artiste même, je pourrais dire. Et donc quand elle a eu son diagnostic de cancer du sein, elle s'est dit je vais solliciter mes amis maquilleurs qui vont venir maquiller mon crâne. Elle a fait des séances photos et le résultat, elle l'a publié sur les réseaux. Plusieurs patientes sont venues à elle pour lui dire c'est magnifique, est-ce que je pourrais moi aussi vivre une telle expérience? Donc elle a fait ça ponctuellement pendant 1 an. Et puis en nous rencontrant avec Marion, elle s'est rendue compte que c'est un projet qu'elle voulait structurer. En discutant ensemble, on a décidé un matin de janvier 2023 de cofonder une association qui s'appelle Maquille mon crâne pour structurer un peu tout ça et pouvoir s'aider de partenaires qui nous aideraient à faire grandir le projet. Et donc aujourd'hui, Maquille mon crâne, c'est une belle association qui permet à tout patient, que ce soit homme, femme, enfant, de venir vivre une séance, vivre une expérience qui va leur permettre de mieux vivre leur alopécie, qu'elle soit d'origine universelle, c'est-à-dire liée à une maladie dermato, un syndrome génétique, ou une alopécie temporaire qui soit liée à des traitements anticancéreux. Moi, ça m'a paru logique de m'investir là-dedans parce que moi, mon alopécie, je l'ai très très mal vécue. J'étais plutôt à la cachée, sous des turbans, des bonnets. Je ne suis pas du tout sortie crâne nu dans la rue. J'étais plutôt à le cacher. Et d'ailleurs, j'ai très peu de photos de photos de cette période-là, parce que ce n'était pas des instants que je voulais immortaliser. Même à la maison, devant mon mari et ma fille, ce n'était pas quelque chose que je vivais extrêmement bien. Et aujourd'hui, de me dire que j'aide ces patients et patientes à mieux vivre ces périodes-là, c'est pour moi quand même hyper satisfaisant. Donc une expérience Maquille mon crâne, ça se passe en plusieurs phases. La première, c'est déjà de prendre contact avec nous. On échange en amont pour apprendre à vous connaître, à discuter. Ensuite, il y a un entretien avec Fanny un peu plus long, par téléphone ou par visio. Et les personnes qui vont vivre cette expérience en fait expriment ce qu'elles veulent. Soit elles laissent carte blanche à Fanny, soit elles disent voilà, moi j'adore les feux d'artifice, les paillettes, le rouge, le bleu, etc. Elles donnent des thématiques et Fanny après réfléchit, fait tout son processus de création. La séance en elle-même, elle dure une journée, c'est quand même assez long parce que c'est du maquillage artistique et donc ça peut prendre 4 à 5 heures de réalisation. Quand la personne arrive, on lui demande si elle veut vivre le moment
en direct avec Fanny ou si elle préfère ne rien voir et on dévoile une fois que le maquillage est fini. La plupart du temps, enfin c'est même tout le temps, toutes les personnes souhaitent avoir une révélation et ne pas vivre le maquillage au fur et à mesure. Et donc il y a un instant d'émotion qui ressort au moment où on retourne le miroir et où la personne se découvre, qui est assez incroyable, qu'on arrive à capter en vidéo et que quand moi j'assiste aux séances, qui est assez... qui fait remonter plein de choses parce que ces maquillages-là, ils sont tous liés à leur histoire en fait. Fanny capte des moments de leur vie pour que ça transmette vraiment quelque chose pour eux. Et derrière, il y a un shooting photo qui permet à ces personnes de repartir avec des photos professionnelles et d'avoir un souvenir de cette séance. Il y en a certaines qui viennent parce qu'elles ont besoin effectivement de retravailler leur estime de soi, de se réapproprier leur image. Et il y en a certaines en fait qui vivent très bien leur alopécie et qui décident de vivre une séance juste pour se célébrer et avoir de jolies photos d'elles à cet instant précis. Pour moi, Maquille mon crâne, c'est vraiment en relation aussi avec mon activité de patiente partenaire, puisqu'en fait j'accompagne les patientes et les patients dans un moment de vie difficile. Et on a de très très beaux témoignages qui sont sur le site internet de Maquille mon crâne que vous pouvez découvrir, où on a des jeunes femmes qui voulaient arrêter les traitements, qui se sont fait offrir la séance et qui repartent en se disant « Ah ok, en fait c'est toujours moi, je peux être belle et je peux vivre mon parcours différemment. » On a des... Je dis toujours des femmes parce que c'est vrai que maintenant, dans le ratio total de personnes qui ont vécu des séances, on a quand même beaucoup plus de femmes. Mais on a aussi de très beaux exemples où on a des femmes qui sont venues. C'est la première fois qu'elles se découvraient devant quelqu'un. Et c'est un vrai cadeau qu'elles font à Fanny parce que parfois, c'est aussi la première fois qu'elles laissent quelqu'un leur toucher le crâne. Et on a par exemple, là, sur un dernier projet qu'on a fait en Martinique l'année dernière, une jeune femme qui est venue, qui était complètement renfermée sur elle-même, qui était cachée sous un turban, qui a vécu sa séance, qui est repartie maquillée. Elle a retardé au maximum le temps du démaquillage parce que, alors qu'elle avait un long trajet en voiture à faire, etc., parce qu'elle voulait le montrer à tout le monde, elle en était super fière. Et le lendemain, elle nous a envoyé une vidéo d'elle, crâne nu, dans sa voiture en nous disant « Hey les filles, je vais chercher ma fille à l'école et je suis tête nue. » Et là, on s'est dit « Ok, bon, on a gagné notre pari. » Moi, vraiment, le message que je veux faire passer aux patients et aux patientes, c'est « N'ayez pas peur, posez toutes les questions. Vous êtes en droit d'être au courant, de comprendre ce qui va se passer pour vous. Vous êtes en droit d'être complètement intégré dans ce parcours. Vous êtes en droit d'être un interlocuteur autour de la table au même titre que le chirurgien, l'oncologue. Et puis après, à titre un peu plus personnel, si on met à part le parcours de soins et le parcours de vie, vous êtes en droit d'avoir envie de pleurer, vous êtes en droit d'avoir envie de sourire, vous êtes en droit d'avoir envie de voyez, balader tout le monde. Enfin voilà, vous êtes en droit de gérer vos émotions comme vous le voulez, parce que c'est pas simple, que personne ne pourra mieux vous comprendre qu'une autre patiente. Donc vous êtes aussi en droit, et je vous le conseille fortement, d'aller voir d'autres patients ou patientes dans des associations de soins de support par exemple, parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que les questions qu'on se pose, d'autres se les posent aussi, et ça permet de faire redescendre un peu la pression. Et si j'avais un message à faire passer aux aidants, ce serait vraiment de se sortir de cette culpabilité de se dire il faut que je sois là tout le temps, prêt à accompagner la personne, parce qu'il faut quand même d'abord se préserver soi-même avant de pouvoir bien accompagner les autres. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une maman qui vient d'apprendre le diagnostic de sa fille, qui m'a appelée. Elle était partie, elle a eu besoin de s'éloigner, elle est partie se ressourcer 3-4 jours en province, loin de sa fille. Et elle était vraiment très mal vis-à-vis de cette décision. Et en fait, quand on en a discuté, je lui ai dit, mais il faut aussi que vous puissiez vous sentir bien dans cet accompagnement. Et il ne faut pas culpabiliser de devoir prendre aussi un peu de temps pour soi pour pouvoir être mieux avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment de dire aux aidants, c'est génial tout ce que vous faites, mais pensez aussi un peu à vous.